Preuve de l'existence du périsprit. Voici plusieurs exemples. La voyante de Prévort. En Allemagne, bien avant la mode des tables tournantes et la codification spirite, Madame Friedrich Hauff, 1801-1829, connue sous le nom de voyante de Prévort, était capable de voir les esprits. Gravement malade, elle fut suivie par le docteur Kerner, qui écrivit sa biographie. Celui-ci fit plusieurs enquêtes pour s'assurer de la réalité de ces esprits, perceptibles seulement pour la voyante. On peut citer les faits suivants. Un fantôme de femme, portant dans ses bras un enfant, se montra à Madame Hauff plusieurs fois. Comme ce fut le plus souvent dans sa cuisine, elle fit lever quelques dalles et l'on trouva, à une assez grande profondeur, le cadavre d'un enfant. À Weinsberg, l'âme d'un teneur de livres, qui avait commis quelques infidélités pendant sa vie, la vint prier en redingote noire râpée de dire à sa veuve de ne pas cacher davantage les livres dans lesquels se trouvaient ces fausses écritures et lui indiqua les endroits où ils étaient pour qu'elle les dénonçât à la justice. Elle obéit. À l'aide de ces livres, quelques torts du mort furent réparés. À Lennach, ce fut l'âme d'un bourgmestre nommé Bellon, mort en 1740 à l'âge de 79 ans, qui vint lui demander des conseils pour échapper à la persécution de 2 orphelins. Elle lui donna ses conseils et après 6 mois, l'âme ne revint plus. On trouve cette mort mentionnée dans les registres de la paroisse de Lennach, avec une note portant que le bourgmestre avait fait tort à plusieurs enfants dont il était tuteur. Évocation du docteur Glass, Revue Spirit, année 1861, page 148. Les demandes sont faites par Allan Kardec, les réponses sont données par un médium écrivain. Demande. Faites-vous une distinction entre votre esprit et votre périsprit, et quelle différence établissez-vous entre ces 2 choses? Réponse. Je pense, donc je suis. Et j'ai une âme, comme a dit un philosophe. Je n'en sais pas plus que lui sur ce point. Quant au périsprit, c'est une forme, comme vous le savez, fluidique et naturelle. Mais chercher l'âme, c'est vouloir chercher l'absolu spirituel. Demande. Croyez-vous que la faculté de penser réside dans le périsprit? En un mot, que l'âme et le périsprit soient une seule et même chose? Réponse. C'est absolument comme si vous me demandiez si la pensée réside dans notre corps. L'un se voit, l'autre se sent et se conçoit. Vous êtes ainsi non un être vague et indéfini, mais un être limité et circonscrit. Limité, oui, mais rapide comme la pensée. Veuillez préciser la place où vous êtes ici. À votre gauche et à la droite du médium. Nota. Monsieur Allan Kardec se met à la place même indiquée par l'esprit. Demande. Avez-vous été obligé de quitter votre place pour me la céder? Réponse. Du tout. Nous passons à travers tout. Comme tout passe à travers nous, c'est le corps spirituel. Je suis donc placé dans vous? Oui. Pourquoi donc est-ce que je ne vous sens pas? Parce que les fluides qui composent le périsprit sont trop éthérés, pas assez matériels pour vous. Mais par la prière, la volonté, la foi, en un mot, les fluides peuvent devenir plus pondérables, plus matériels, et affecter même le toucher, ce qui arrive dans les manifestations physiques. Remarque. Supposons un rayon lumineux pénétrant dans un endroit obscur. On peut le traverser, s'y plonger sans en altérer la forme ni la nature. Quoique ce rayon soit une sorte de matière, elle est si raréfiée qu'elle ne fait aucun obstacle au passage de la matière plus compacte.
Il était évident que la meilleure manière de savoir si les esprits ont un corps était de le leur demander. Or, jamais, depuis que l'on évoque, on n'a constaté que les désincarnés aient fait une réponse négative. Tous affirment que leur enveloppe périspritale a autant de réalité pour eux que notre corps physique en a pour nous. C'est donc un point établi par le témoignage unanime de tous ceux qui ont été interrogés. Ceci explique et confirme les visions des somnambules et des médiums. Arrivons à cet ordre de témoignages qui font tout à fait sortir le périsprit des conceptions purement philosophiques pour lui donner une existence positive. Goethe. Wolfgang von Goethe se promenait un soir d'été pluvieux avec son ami K, revenant avec lui du belvédère à Weimar. Tout d'un coup, le poète s'arrête comme devant une apparition et allait lui parler. K ne se doutait de rien. Soudainement, Goethe s'écria « Mon Dieu, si je n'étais sûr que mon ami Frédéric est en ce moment à Francfort, je jurerais que c'est lui. » Ensuite, il poussa un formidable éclat de rire. « Mais c'est bien lui, mon ami Frédéric, toi, ici à Weimar. Mais au nom de Dieu, mon cher, comme te voilà fait, habillé de ma robe de chambre, avec mon bonnet de nuit, avec mes pantoufles aux pieds, ici, sur la grande route. » K, comme je viens de le dire plus haut, ne voyait absolument rien de tout ceci et s'épouvanta, croyant le poète atteint subitement de folie. Mais Goethe, préoccupé seulement de sa vision, s'écria en étendant les bras « Frédéric, où es-tu passé? Grand Dieu! Mon cher K, n'avez-vous pas remarqué où a passé la personne que nous venons de rencontrer ?» K, stupéfait, ne répondait rien. Alors le poète, tournant la tête de tous les côtés, s'écria d'un air rêveur « Oui, je comprends, c'est une vision. Cependant, quelle peut être la signification de tout cela? Mon ami serait-il mort subitement? Serait-ce donc son esprit? » Là-dessus, Goethe rentra chez lui et trouva Frédéric à la maison. Les cheveux se dressèrent sur sa tête. « Arrière, fantôme !» s'écria-t-il en reculant, pâle comme un mort. « Mais mon cher, est-ce là l'accueil que tu fais à ton plus fidèle ami ?»« Ah ! Cette fois, s'écria le poète en riant et pleurant à la fois, ce n'est pas un esprit, c'est un être de chair et d'os. » Et les deux amis s'embrassèrent avec effusion. Frédéric était arrivé au logis de Goethe, trempé par la pluie, et s'était revêtu de vêtements secs du poète. Ensuite, il s'était endormi dans son fauteuil et avait rêvé qu'il allait à la rencontre de Goethe, et que celui-ci l'avait interpellé avec ces paroles « Toi, ici, à Weimar? Quoi? Avec ma robe de chambre, mon bonnet de nuit et mes pantoufles sur la grande route ?» De ce jour, le grand poète crut en une vie après la vie terrestre. Dédoublement du corps. L'histoire générale de l'Église, par Y, le baron Henrion, Paris, 1851, tome 2, page 272. Raconte ainsi qu'il suit le fait miraculeux arrivé à Alphonse de Liguori. Dans la matinée du 21 septembre 1774, Alphonse, après avoir dit la messe, se jeta dans son fauteuil. Il était abattu et taciturne, et sans faire le moindre mouvement, sans articuler un seul mot de prière, ni adresser jamais la parole à personne, il resta dans cet état tout le jour et toute la nuit suivante. Durant ce temps, il ne prit aucune nourriture, et on ne vit pas qu'il désirât aucun service autour de sa personne. Les domestiques, qui s'étaient d'abord aperçus de sa situation, se tenaient à portée de sa chambre, mais ils n'osaient entrer. Le 22 au matin, ils reconnurent qu'Alphonse n'avait pas changé d'attitude, et ils ne savaient plus ce qu'il fallait en penser. Ils craignaient que ce ne fût autre chose qu'une extase prolongée.
Cependant, quand l'heure est un peu plus avancée, Ligori agite la sonnette pour annoncer qu'il veut célébrer la Sainte Messe. À ce signe, ce n'est pas seulement le frère laïc chargé de le servir à l'autel, mais toutes les personnes de la maison et d'autres étrangères qui accourent avec empressement. Le prélat demande avec un air de surprise pourquoi tant de monde. On lui répond qu'il y a 2 jours qu'il ne parle ni ne donne aucun signe de vie. « C'est vrai, répliqua-t-il, mais vous ne savez pas que j'ai été assister le pape qui vient de mourir. » Une personne qui avait entendu cette réponse alla le jour même la porter à Sainte Agathe. Elle s'y répandit aussitôt, comme à Rienzo, où résidait Alphonse. On crut que ce n'était là qu'un songe, mais on ne tarda pas à avoir la nouvelle de la mort de Clément XIV, qui avait passé à une autre vie le 22 septembre, précisément à 7 heures du matin, au moment même où Ligori avait repris ses sens. L'historien des papes, Novaes, fait mention de ce miracle en racontant la mort de Clément XIV. Il dit que le souverain pontife avait cessé de vivre le 22 septembre 1774 à 7 heures du matin, la 13e heure pour les Italiens, assisté des généraux, des augustins, des dominicains, des observantins et des conventuels, et, ce qui intéresse encore davantage, assisté miraculeusement par le bienheureux Alphonse de Ligori, quoique éloigné de corps, ainsi qu'il résulte du procès juridique du susdit bienheureux, approuvé par la sacrée congrégation des rites. On peut citer des cas analogues pour saint Antoine de Padoue, saint François Xavier et surtout Marie d'Agreda, dont les dédoublements se produisirent pendant plusieurs années. Pour en savoir plus, L'âme est immortelle de Gabriel Delanne, première partie, chapitre 2, étude de l'âme par le magnétisme. L'âme est immortelle de Gabriel Delanne, première partie, chapitre 3, témoignage des médiums et des esprits en faveur de l'existence du périsprit. L'âme est immortelle de Gabriel Delanne, première partie, chapitre 4, le dédoublement de l'âme de l'être humain. L'âme est immortelle de Gabriel Delanne, première partie, chapitre 5, le corps fluidique après la mort. Le spiritisme devant la science de Gabriel Delanne, quatrième partie, chapitre 2, preuve de l'existence du périsprit.